Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette gazette consacrée au projet de la réforme du système d'information que le ministère des Finances et du Budget s'emploie à mettre en œuvre pour sécuriser les recettes publiques. Ce numéro est consacré au e-tax, l'un des projets de cette réforme lancé le 1er juillet 2020 par le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo. E-tax offre plusieurs avantages, aussi bien pour les agents des impôts que pour les contribuables. Et c'est ce volet contribuable qui nous intéresse aujourd'hui. E-tax, quels sont les avantages pour les contribuables et comment s'en servir? On en parle avec le chef de projet métier, directeur de la fiscalité des grandes entreprises, Monsieur Lambert Ifoko. C'est parti. Monsieur Lambert Ifoko, bonjour. Bonjour madame. Vous avez développé avec la direction des systèmes d'information du ministère des Finances et du Budget l'outil appelé e-tax. Revenons un peu sur cet outil avant de parler des avantages du e-tax par rapport aux contribuables. Qu'est-ce que c'est le e-tax? Merci madame. Je voudrais tout de suite affirmer que l'informatique est incontestablement un moyen efficace de gestion des administrations publiques. Au niveau de l'administration fiscale congolaise, nous avons un système informatique que nous appelons le système de traitement automatisé de la fiscalité, le SISTAF, ce qui existe aujourd'hui. Ce système a été mis en place en 2006 et il permet actuellement, dans notre administration, il permet de saisir les déclarations, faire la saisie des déclarations. Il permet la liquidation des impôts et taxes. Il permet l'encaissement et la mise en recouvrement des droits et taxes, le traitement des dégrèvements des impositions, la gestion des demandes de remboursement des crédits de TVA et il permet également la production des statistiques. Mais c'est juste des métiers de gestion. Comme vous pouvez le constater, nous avons d'autres métiers au niveau de l'administration fiscale et c'est ce qui fait dire que ce système est limité par rapport à l'ensemble des métiers que nous gérons au niveau des impôts. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé pour que e-tax puisse combler les limites que nous observons aujourd'hui au niveau du SISTAF? Il faut donc que le nouveau système de modernisation de l'administration puisse répondre aux objectifs suivants: la simplification et la sécurisation de la collecte de l'impôt, l'exhaustivité des opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement et du contentieux, la sécurisation et la fiabilisation des informations et des traitements fiscaux, l'adéquation aux besoins de supervision et de recherche, l'interaction et partage avec d'autres systèmes comme le NIU, le système de gestion intégrée des finances publiques et tous les autres systèmes qui sont gérés par le ministère en charge des Finances. Monsieur Lambert Ifoko, passons maintenant aux facilités que e-tax apporte pour le contribuable. Pour lever les impôts, il faudrait qu'il y ait d'un côté l'administration et de l'autre les contribuables. Au niveau des contribuables, nous avons créé un portail que nous appelons le portail du contribuable. Ce portail-là va offrir d'énormes avantages aux contribuables. Les contribuables pourront, à travers ce portail-là, consulter l'historique de leurs opérations fiscales. Autrement dit, chaque fois qu'une transaction a été réalisée au sein de l'administration fiscale, le contribuable doit pouvoir accéder aux résultats de cette transaction. Je parle par exemple des déclarations, les avis de mise en recouvrement, les notifications et tout ce qu'on a pu faire avec le contribuable à travers le portail. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, et c'est le plus grand, ce sont les téléprocédures. Le contribuable, il n'aura plus à se déplacer pour venir faire ses formalités. Tout va se passer à travers la téléprocédure. Il va déclarer à travers le portail, payer à travers le portail, recevoir toutes les correspondances que l'administration lui envoie à travers le portail. Ça veut dire que le contribuable va rester à demeure. Il n'y aura plus de pertes de temps ou encore des placements vers les structures d'assiette. Un autre avantage aussi, c'est le fait que
la base des données va prendre en compte tous les contribuables qui sont gérés par le système fiscal. Un contribuable qui veut, par exemple, réaliser une opération avec son client peut savoir à quelle résidence fiscale ce client est rattaché. Est-ce qu'il est assujetti ou non à la TVA? Quel est son régime d'imposition? En tout cas, les informations d'ordre général. Par exemple, son NIO, est-ce que son NIO est réel? Le numéro d'identification unique. Et un autre avantage également, c'est que vous aviez aujourd'hui des attestations que nous fournissons. Le contribuable, à travers le portail, peut avoir ces attestations. Le certificat de moralité, l'attestation de non-redevance fiscale et tout ce que nous produisons comme attestation dans le portail, à travers le portail, le contribuable peut déjà avoir ces données. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que depuis le lancement de e-Tax, donc à partir du 1er juillet, fini avec l'ancienne procédure? e-Tax a été lancé effectivement le 1er juillet. Nous y sommes déjà, mais nous avons commencé avec deux impôts dans ce système, la TVA et les droits d'accise. Ça veut dire que pour les autres impôts dont le contribuable est redevable, les déclarations et les paiements vont se faire dans l'ancien système. Autrement dit, on va donc aujourd'hui arriver à une situation telle que les deux systèmes vont coexister. Un système qui va gérer les impôts autres que la TVA et les droits d'accise selon ce que nous avons l'habitude de faire, parce que l'actuel système a aussi fait son chemin. C'est depuis 2012, je crois, que nous avons commencé avec la déclaration générale des impôts et taxes. Donc tous les impôts autres que la TVA vont être gérés dans l'ancien système avec la même procédure. Maintenant, la TVA et les droits d'accise qui sont actuellement gérés par e-Tax auront deux procédures. Une procédure sur place qui, à quelques exceptions près, est exactement comme l'ancienne procédure. Quand vous avez décidé de venir payer sur place dans e-Tax, la procédure est la même que l'ancienne procédure. Il y a, c'est vrai, des imprimés qui ont changé dans e-Tax, mais ça reste, vous allez vous présenter avec votre déclaration. Au niveau de la gestion prend en charge la déclaration que vous déposez, vous édite un accusé de réception qui va être un peu comme une déclaration saisie, et après avoir édité l'accusé de réception, on vous établit un état de liquidation. Donc le contribuable qui arrive en gestion sort de la division gestion avec la copie de sa déclaration, parce que les déclarations sont déposées en 2 exemplaires. Le gestionnaire garde un exemplaire, remet au contribuable un exemplaire avec un état de liquidation et un accusé de réception. Le contribuable doit donc se présenter à la caisse pour effectuer son paiement. Voilà la procédure sur place en ce qui concerne e-Tax. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il va avoir aussi la possibilité qui est donnée au contribuable de payer, d'effectuer son paiement et sa déclaration en ligne. Et cette fois-ci, ce serait à travers un portail en ligne. Je tiens à préciser que pour chaque déclaration, le contribuable doit apporter des moyens de paiement différents. C'est-à-dire que les moyens de paiement qui vont servir au paiement de la TVA doivent être différents de ceux qui vont servir au paiement des impôts autres que la TVA. Les moyens de paiement, c'est par exemple les espèces, les shifts, les chèques et tout. À présent, voyons comment utiliser e-Tax. La première étape consiste à activer votre compte télédéclarant via le bouton « Je n'ai pas de compte ». Au niveau de cette page, vous devez renseigner le numéro d'activation du compte qui sera transmis par l'administration fiscale. Donc n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire afin d'entrer en possession de ce code d'activation. Vous devez aussi donc renseigner le NIO du représentant légal ainsi que les caractères de sécurité affichés à l'écran, puis cliquez sur le bouton suivant. L'étape suivante va consister donc à rentrer votre adresse mail ainsi que votre numéro de téléphone, puis
à prendre connaissance des conditions générales d'utilisation du site et à confirmer l'activation de votre compte télédéclarant. À l'issue de cette procédure, vous allez recevoir un mail d'activation de votre compte qui va contenir votre numéro télédéclarant ainsi qu'un mot de passe temporaire. Ce sont ces identifiants que vous allez utiliser pour pouvoir accéder à votre espace personnel au niveau du compte. Nous sommes de retour sur la page d'accueil. Vous saisissez votre numéro télédéclarant ainsi que le mot de passe reçu par mail, puis vous allez cliquer sur le bouton Se connecter. Étant donné qu'il s'agit d'une première connexion, donc le système va vous demander de personnaliser votre mot de passe en respectant des recommandations de sécurité. Donc votre mot de passe doit avoir, je pense, une longueur de 8 caractères minimum, contenir une majuscule ainsi qu'un caractère spécial. Puis cliquez sur le bouton Valider. Donc à cet instant, vous êtes redirigé donc sur la page d'accueil de votre espace professionnel qui contient un ensemble d'informations, vos informations personnelles, l'ensemble de vos activités, la liste de vos entités. Et au niveau de données des tiers, vous pouvez donc consulter des informations concernant un fournisseur. Donc là, je vais sélectionner le new. Donc là, à partir d'un new saisi, vous cliquez sur le bouton Rechercher. Le système vous affiche la dénomination sociale ou le nom-prénom du fournisseur, son adresse géographique, son numéro de téléphone. Et le système vous indique son régime fiscal qui vous permet donc de savoir si ce fournisseur est assujetti ou non à la TVA, ainsi que la résidence fiscale principale. L'onglet Courrier vous affiche l'ensemble des courriers qui ont été générés par l'administration fiscale qui vous concerne. Donc là, notamment, vous aurez la liste et vous pouvez donc sélectionner par année ou par type de document que vous voulez consulter, quittance, déclaration d'ouverture d'une entité, avis de mise en demeure. Et en cliquant sur Consulter, vous avez donc accès au courrier qui a été généré par l'administration fiscale. Nous avons aussi une fonctionnalité qui permet notamment à un représentant légal de désigner un mandataire. Donc une personne à qui il va attribuer des habilitations afin de pouvoir notamment déclarer et ou payer directement en ligne. Donc pour pouvoir désigner, vous devez donc cliquer sur désigner un mandataire, renseigner un new et ensuite sélectionner les habilitations puis confirmer. Dans ce cas, la personne mandatée va recevoir ces informations d'identification par mail. Alors, comment souscrire sa déclaration en ligne? À présent, je vous invite à pouvoir faire une saisie de déclaration, notamment la déclaration de la période de mois de juin. Donc, pour faire une déclaration, vous venez sur Déclaration, saisir une déclaration. Ensuite, vous renseignez donc la période. Ici, il s'agira de juin 2020. Puis, vous devez renseigner votre déclaration directement en ligne. Donc, je vais saisir des chiffres fictifs. À l'aide du bouton suivant, donc vous passez à l'étape suivante. Donc là, nous avons renseigné les opérations réalisées. À présent, nous sommes au niveau des déductions. Vous avez en bas de page donc le bouton précédent qui vous permet donc de repartir en cas d'erreur ou si vous voulez revenir sur les informations précédemment saisies. Et donc là, je vais cliquer sur suivant et renseigner les éléments de déduction. Je vais ensuite cliquer sur suivant à nouveau pour passer à l'onglet suivant, décompte des droits à payer. Vous vérifiez les informations. Clique sur suivant. On arrive sur la partie centimes additionnels, donc qui reprend les informations renseignées au niveau de la déclaration de la TVA. Là, notamment, vous pouvez compléter si nécessaire. Si vous avez remboursé notamment des centimes additionnels aux agents diplomatiques ou payé notamment des centimes additionnels dans d'autres localités. Ensuite, on clique sur le bouton suivant pour passer à l'étape suivante qui est la TVA des tiers, donc le chiffre d'affaires sur les opérations réalisées par les fournisseurs étrangers. Donc ici, je vais renseigner un montant et aller sur le bouton suivant.
La dernière étape de cette déclaration concerne donc le tableau de répartition du chiffre d'affaires dans lequel vous devez donc renseigner la répartition effectuée par localité. Donc ici, je vais dire, admettons, on va sélectionner Brazzaville et dire que l'ensemble du chiffre d'affaires a été par exemple fait à Bakongo. Le système donc vous affiche ici le montant du centime additionnel net à répartir. Donc là, moi je mets l'ensemble à Bakongo, mais dans le cas où vous avez réparti au niveau de plusieurs localités, vous devez donc simplement à chaque fois sélectionner, renseigner les informations de cette section, puis cliquer sur le bouton Ajouter. Et en cliquant sur le bouton Ajouter, vous voyez donc le tableau est renseigné. Et donc là, vous pouvez ajouter autant de lignes selon la répartition qui a été effectuée. Lorsque vous avez terminé la saisie, vous devez donc cliquer sur le bouton Terminer la saisie. Vous aurez accès à un récapitulatif des droits qui vous donne finalement une estimation ou une simulation des montants à payer en fonction des éléments déclarés au sein de cet imprimé. Donc là, on voit que pour la TVA des tiers, par rapport aux éléments saisis, j'ai donc une TVA payée de 21 millions et des centimes additionnels de 806 000. En cas d'erreur, vous pouvez repartir, modifier les différentes sections via le bouton précédent. Et si tout est correct, vous cliquez donc sur le bouton Valider pour passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante est un récapitulatif donc, qui vous permet de voir l'ensemble des rubriques renseignées. Les rubriques sont affichées par rapport au profil d'assujettissement de chaque contribuable. Donc si vous, là par exemple, on voit que les droits d'assises n'apparaissent pas parce que le contribuable sur lequel nous travaillons n'est pas assujetti aux droits d'assises. Donc après avoir vérifié le récapitulatif, vous avez toujours la possibilité de pouvoir modifier. Ou si tout est bon, vous devez donc cliquer sur le bouton suivant et cocher cette case qui déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés et qui permet aussi de signer numériquement ou électroniquement la déclaration. Puis vous cliquez sur le bouton Envoyer. Donc le clic sur le bouton Envoyer permet de transmettre votre déclaration auprès de la DGID. Si vous n'avez pas cliqué sur ce bouton Envoyer, c'est l'équivalent d'une déclaration remplie que vous avez posée sur votre bureau et que vous n'avez pas ramené au niveau des locaux. Enfin, le bouton Envoyer signifie que vous avez finalisé votre déclaration et qu'elle a été prise en compte au niveau de la DGID. Donc, à l'issue de cet envoi, le système donc, vous génère deux types d'attestations. Vous avez l'accusé de réception qui va reprendre l'ensemble des éléments saisis ainsi que l'état de liquidation qui va contenir les montants donc, que vous allez devoir payer. Vous aurez le détail finalement des sommes à payer par rubrique impôt. Et dans le cas où vous faites une déclaration tardive, vous verrez notamment les sanctions en matière de pénalité ou intérêt. Découvrons à présent le mode de paiement en ligne. Lorsque vous cliquez sur le bouton Payer, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement des droits et taxes de la République du Congo, donc qui vous permet d'effectuer un paiement soit par la banque en ligne ou aussi par le paiement mobile. Donc nous avons paiement mobile, c'est Airtel Money, MTN Money. Banque en ligne, c'est la Banque Postale du Congo. Et il y a aussi le paiement via la carte Visa UBA. Donc pour le cadre de cette démonstration, nous allons utiliser la banque en ligne. Donc ici, nous voyons le montant à payer qui est affiché, ainsi qu'une référence qui a été générée pour la transaction. Donc vous cliquez sur le bouton suivant pour être redirigé sur la plateforme donc, de la Banque Postale qui permet à tout client de la Banque Postale qui possède des accès en ligne de pouvoir effectuer les virements. Donc ici, je vais saisir les identifiants, mon login, mon identifiant ainsi que mon mot de passe en tant que client. Donc je tiens à préciser, ici c'est en tant que client de la Banque Postale, je saisis mes identifiants afin de pouvoir effectuer mon virement directement en ligne. Donc là, à cet instant, le système de la Banque Postale va m'envoyer à mon numéro de téléphone un code de vérification. Donc pour des raisons de test, ici nous avons demandé à ce que ce code soit affiché à l'écran, mais vous allez le recevoir lorsque vous êtes client de la Banque Postale directement sur votre sur votre téléphone mobile. Et donc vous saisissez ce code, puis vous cliquez sur le bouton
connexion et vous devez ensuite approuver. Et une fois que vous approuvez, le système donc effectue la transaction bancaire et lorsque la transaction bancaire est effective, vous voyez que le paiement a été effectué. Si vous avez des difficultés, il existe également sur le site un manuel de procédure pour contacter le service technique. Vous avez un lien qui permet de nous contacter et donc on vous affiche les numéros de téléphone qui ont été mis en place pour le service d'assistance aux usagers du portail, donc le 06 526 20 05 ou le 04 453 05 70. Ce service est joignable du lundi au vendredi par téléphone, donc de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30. Toutefois, vous pouvez transmettre votre demande via le formulaire suivant en renseignant votre adresse mail, votre numéro de téléphone et en précisant l'objet de votre demande. Voilà, chers contribuables, vous savez désormais comment procéder pour payer vos impôts en ligne. Il vous suffit d'aller à l'adresse www.impôts.gouv.cg, puis vous suivez la procédure. C'est la fin de cette gazette consacrée à e-tax. Merci, M. Lambert Ifoko, pour toutes ces explications. Je vous retrouve, chers téléspectateurs, à une autre occasion pour un autre volet de la réforme. Au revoir.